fait, je voudrais reprendre les problèmes d'un peu plus loin. Dans tous les domaines, une réglementation, ça reflète la réponse qu'apporte une société à un problème donné. C'est-à-dire, on a souvent tendance à dire il y a de la réglementation, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on l'applique. En fait, si on veut comprendre ça, il faut se reposer la question pourquoi on a fait cette réglementation. Et donc, dans les années 1990, il y a eu un certain nombre d'incidents, de situations dans lesquelles la question des déchets radioactifs est devenue un point très important pour la confiance de la population française dans la sûreté du nucléaire dans son ensemble. Il faut bien comprendre que s'il y a des craintes que des déchets radioactifs se retrouvent en contact avec la population de manière non contrôlée, ça peut créer une certaine appréciation d'un risque, et donc il fallait y couper court. Et donc la réglementation a été faite à ce moment-là, de telle sorte que s'agissant des installations nucléaires de base, donc l'industrie nucléaire, que l'on évite que les déchets sortent de la sphère nucléaire. Et donc c'était ça le concept qui a été mis en œuvre. C'est un concept donc, il est assez simple en fait, et il a donné d'assez bons résultats. On prend le périmètre d'une installation nucléaire de base, on regarde à l'intérieur où des déchets radioactifs peuvent être produits, on fait des zones qui sont dédiées à cela, et on décrète que tout ce qui sort de ces zones est réputé déchets radioactifs et doit être traité donc, dans des filières particulières au monde nucléaire, de telle sorte qu'il n'y ait pas de mixité. Cette réglementation a été mise en œuvre. En aval des installations nucléaires, on a mis en place l'ANDRA, l'Agence pour la gestion des déchets radioactifs. On a mis en place des filières, des sites pour traiter les déchets, pour les stocker ou les entreposer. Et enfin, on a défini tout un système de classification des déchets en fonction de leur dangerosité, de leur toxicité. Et on a enfin mis en place un inventaire national et un plan de gestion des matières et déchets radioactifs. Et avec tous ces instruments, finalement, on a une politique qui est relativement claire, qui permet non seulement de gérer une situation, mais de prédire l'avenir à court terme, puisque le plan vise à permettre une confrontation entre les besoins de la filière nucléaire qui génère des déchets opérationnels et la capacité d'accueil en termes de filière de traitement et d'entreposage ou de stockage. Alors, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais on a un cadre qui finalement, sur 20 ans, a donné de bons résultats sur le plan de la confiance, puisque moi je constate que finalement on parle moins de ces questions des déchets de faible activité, on parle évidemment des combustibles usés, ces choses-là, aussi géo, mais sur les déchets ordinaires, on va dire, de la filière nucléaire, c'est une question qui se pose moins, pour laquelle nos concitoyens considèrent que c'est une situation qui a été réglée. Alors en négatif, il y a quand même deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est un peu coûteux. On a un système un peu luxueux, puisque tout ce qui sort d'une installation nucléaire dans les zones déchets est réputé déchets radioactifs, même s'ils ne sont pas du tout contaminés. Donc c'est un petit peu coûteux. Mais surtout, l'inconvénient le plus sérieux que je vois à ce système, c'est qu'en fait, paradoxalement, ça conduit à fausser la représentation qu'a le public des déchets radioactifs, puisque c'est un mode de gestion qui est complètement paradoxal. On voit ça nulle part ailleurs, et donc on peut en inférer que c'est forcément très dangereux. Bon, si on prend ce luxe des précautions, c'est donc que les déchets radioactifs sont très dangereux au premier becquerel, ce qui est évidemment faux. Mais je vous ai expliqué que cette doctrine avait été mise en place justement pour éviter de se confronter à la gestion d'un seuil de dangerosité, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile, et donc on a fait l'impasse là-dessus. L'inconvénient, c'est que l'on suggère qu'il y a une dangerosité radiologique qui en fait n'existe pas à des très très bas niveaux. Au plan international, l'agence, l'AIEA, les questions se sont posées, les experts se sont posés ces questions, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Et par ailleurs, pas seulement les déchets, mais à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une activité est de type nucléaire, si vous voulez? Parce qu'il y a de la radioactivité dans tout. Dans les centres de centrales au charbon, par exemple, elles concentrent la radioactivité. Donc la question se pose de savoir à partir de quand, et là c'est un autre mode, à partir de quand est-ce qu'on doit gérer un risque radiologique? Et pour répondre à cette question, évidemment, il fallait mettre des niveaux. Et donc il y a eu un consensus au niveau international, il y a longtemps déjà, pour dire qu'il était tolérable qu'un
une exposition maximale de 10 microsieverts était un seuil acceptable. C'est-à-dire qu'en dessous, on pouvait considérer qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'une activité industrielle qui générait un risque d'exposition inférieur, enfin jusqu'à 10 microsieverts par an et par personne, ne générait, voilà, une activité comme cela ne nécessitait pas une gestion particulière. Et on en a déduit des choses également en termes de déchets, puisque par voie de conséquence, une activité industrielle qui génère des déchets dont la mise en circulation dans l'économie nationale générerait un risque inférieur à ce même seuil, eh bien, ne présentait pas de risque radiologique, donc pouvait être traité par des filières ordinaires. Voilà, c'est de là que vient cette doctrine. Vous voyez, par rapport à l'approche française, qui était de dire, bon, on va confiner les déchets, là, c'est une autre approche qui est de dire, finalement, à partir de quand est-ce qu'il y a un risque radiologique, avec donc ce seuil à 10 microsieverts, et puis un seuil également, disons, de doses collectives pour éviter qu'on mette des millions de tonnes avec peu, mais que finalement on puisse... Donc il y a aussi un seuil qui est à 1 sievert en dose collective par an. Alors ça peut fonctionner aussi très bien, c'est-à-dire vous, à ce moment-là, vous devez écrire des scénarios, regarder quels sont les scénarios d'exposition. Donc sur des déchets, vous avez des professionnels qui traitent les déchets, hein, des gens qui les transportent dans les centres de traitement des déchets, et puis vous avez le scénario accidentel, c'est-à-dire si vous avez un incendie dans un site de stockage de déchets très faiblement actifs, c'est quoi l'exposition des populations environnementales, etc. Et donc à partir de ces scénarios, vous en déduisez les risques d'exposition et vous savez si c'est au-delà ou en dessous des seuils. Donc ça, c'est une autre approche très très différente et qui est utilisée dans un certain nombre de pays, pays qui n'ont finalement pas souhaité se doter, au moins à l'origine, d'organismes comme l'ANDRA, de dire il y a une filière industrielle, elle est nucléaire, elle produit des déchets comme tous les autres. Ces déchets, ils n'ont rien de différent, ils ont une toxicité radiologique, mais bon, d'autres ont une toxicité chimique. Voilà, et donc on gère ce risque parmi d'autres, et on le gère par rapport à ces seuils. Voilà, et ça évite évidemment, enfin on peut mettre en place une gestion comme ça évite d'avoir tout un système de gestion des déchets radioactifs, ce qui est le cas de la plupart des pays, avant qu'il y ait la directive européenne sur la gestion des déchets, qui a un peu poussé dans le sens de la France avec des classifications, etc. Mais sinon, on peut très bien gérer les déchets de faible activité sans tout ce dispositif. Voilà, donc l'intérêt de ça, eh bien, c'est que justement, finalement, l'économie reprend ses droits, c'est-à-dire que les filières s'organisent en fonction de leur sustainability, comme on dit en anglais, leur faisabilité économique. Et puis, il y a des administrations de contrôle qui regardent si le risque est bien respecté. L'inconvénient de cela, c'est que vous pouvez avoir des pépins. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes où certains industriels peu scrupuleux peuvent diluer les déchets jusqu'à passer en dessous du seuil. Donc il suffit de les mélanger à d'autres choses pour démontrer qu'on est en dessous des seuils. Bon. Et puis le risque principal, c'est que si vous avez des pépins et que vous avez des expositions accidentelles de la population et que ça crée un problème médiatique, etc., là vous risquez de rompre la confiance. Donc ce système français qui est justement fort sur la confiance, dans l'autre cas, c'est une faiblesse. Et la conséquence que l'on voit par exemple en Allemagne, où ce système est autorisé, eh bien, c'est qu'en pratique, les producteurs de déchets se méfient beaucoup pour leur propre image. Et en fait ont tendance, donc il y a une espèce d'autocensure qui se produit, des acteurs économiques qui en fait, bien qu'ils auraient le droit, sont très réticents à recycler ces matières ou à entreposer des déchets radioactifs parce qu'ils ont peur que des incidents viennent nuire à leur image. Ben oui, ce risque existe, et d'ailleurs on y est confronté. Alors d'une part parce que certains pays admettent la remise en circuit économique de matériaux qui ne sont pas considérés comme des déchets radioactifs, donc qui se retrouvent dans le circuit économique de base. Je dirais que cela, en fait, le risque radiologique est nul, donc ça n'a strictement aucune conséquence. Mais il y a d'autres types de pépins qui se produisent, auxquels nous sommes exposés, nos concitoyens en général ne le savent pas. Par exemple, il arrive assez régulièrement que des sources de cobalt soient fondues dans des aciéries d'un certain nombre de pays, en Inde par exemple, au Pakistan, et donc à ce moment-là, les lingots d'acier
dans laquelle les sources de cobalt très fortement radioactives, pour le coup, ont été fondues, elles sont diluées, donc c'est non intentionnel, ce sont des accidents. Mais on retrouve de la radioactivité et qui potentiellement peut être assez élevée alors. Et donc on a eu, je me souviens d'un cas il y a quelques années, où une entreprise française avait acheté des lingots d'acier pour fabriquer des boutons d'ascenseur, pour fabriquer dans l'équipement des ascenseurs. Et en fait, c'était des lingots qui étaient très fortement contaminés par du cobalt. Et l'alerte a été donnée lorsqu'ils ont voulu exporter une part de leur production aux États-Unis. Les portiques ont sonné, et donc il y a eu toute une enquête à rebours, et nous, l'IRSN, nous avons été amenés à investiguer le risque radiologique pour les travailleurs et pour les gens qui prendraient l'ascenseur dans une tour à la Défense à longueur d'année. C'est quoi les doses qui seraient impliquées par la présence de ces objets contaminés. Voilà, donc on a traité ce dossier. Alors c'est juste un exemple. Il y a probablement des cas qui n'ont jamais été découverts, puisque nous, en France, on ne contrôle pas toutes les importations, etc. Donc, voilà, donc ce risque, il est présent, mais le risque radiologique, il est quasi nul, il est très très faible. Il génère des doses pour la population qui sont très inférieures à la radioactivité naturelle. Donc, en général, les scénarios sensibles, ce sont les travailleurs, c'est les gens qui manipulent ces produits, qui pourraient les usiner, respirer des poussières. Voilà, c'est surtout ça qu'on regarde. Pour les utilisateurs, la population générale, le risque est évidemment extrêmement limité, mais on peut s'en assurer. Alors, ce sur quoi je voulais insister, en fait, j'avais un message un peu général lors de mes vœux à la presse qui était d'expliquer qu'il ne fallait pas perdre de vue l'objectif de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, qui était la prévention des risques radiologiques. C'est-à-dire qu'on a, comme je vous l'ai expliqué, un certain nombre de dispositions qui génèrent de la confiance, mais qui ne sont pas fondées exclusivement sur la gestion d'un risque. Et ceci peut conduire à des situations difficiles. Et l'une d'entre elles, c'est le problème du démantèlement, donc de la déconstruction des grandes installations nucléaires, comme les centrales nucléaires, ou l'usine Eurodif, ou les ateliers de la Hague. Ce sont des très grandes installations qui se caractérisent par des bâtiments très importants. Un terme source radioactif qui n'est pas négligeable non plus, et puis les conditions de déconstruction, je parle par exemple des UNGG, etc. Ce sont des sujets que votre revue a déjà abordés, qui sont complexes. Et donc, je voulais attirer l'attention sur le fait que si on voulait appliquer aux produits de la déconstruction, donc, qui sont pour une part des déchets, alors voilà, ce sont des déchets, ça ne servira plus, ce ne sont plus des objets qui peuvent servir directement. Donc ce sont des déchets, certains valorisables, d'autres pas, en fonction de leur nature. Mais si on voulait appliquer à ces volumes gigantesques, là, on parle de dizaines de millions de tonnes de gravats, de métaux, de différents produits, eh bien, si on voulait appliquer la doctrine actuelle, c'est-à-dire de dire ces objets, enfin ces matières, ces matériaux, étaient dans un périmètre qui était concerné par le zonage déchets, donc ce sont des déchets, qu'il faut donc traiter selon la doctrine applicable aux déchets de production, eh bien je dis c'est une impasse économique, c'est une impasse sociétale dans la mesure où les sites d'accueil n'existeraient pas, il y aurait des oppositions très fortes à reconstruire d'autres sites très très importants sur le territoire français, et puis c'est une impasse économique dans la mesure où il faut les transporter avec un bénéfice nul en termes de prévention du risque radiologique, puisque cette radioactivité, elle est à un endroit A, on la transformerait dans un endroit B, sans nécessairement avoir un gain. Donc il faut se reposer cette question, et du coup, je ne vois pas comment on peut échapper à une approche repartant du risque radiologique, qui encore une fois, s'agissant de déchets qui sont très très faiblement contaminés, une fois qu'on a fait le décapage des parties les plus dangereuses, eh bien, évidemment, il y a probablement un petit solde avec quelques becquerels, mais il n'y a plus de risque radiologique. Et donc, il faut trouver les conditions dans lesquelles on peut aborder ce dossier de manière nouvelle, sans tabou, en quelque sorte. Je pense qu'il y a une arme qui est très efficace, potentiellement, c'est la transparence. C'est-à-dire que c'est un problème de société, ce n'est pas un problème réglementaire, parce que stricto sensu, la réglementation n'interdit pas ça. C'est une doctrine
qui supposerait que l'administration, l'autorité de sûreté nucléaire, les inspecteurs, les industriels eux-mêmes, l'ANDRA, on raisonne un peu différemment. Donc c'est pas interdit, mais ça veut dire changer de doctrine. Donc je ne propose pas qu'on revienne sur la doctrine pour ce qui concerne les déchets qui sont produits quotidiennement dans les installations nucléaires, parce que la France a trouvé son équilibre là, ça fonctionne bien, encore une fois, même si c'est un peu coûteux, et donc il faut continuer dans cette voie, il faut finaliser les filières, il faut régler le problème de CIGEO, donc tout ça va très bien. En ce qui concerne la déconstruction, en revanche, on va être devant une très grande difficulté, et qui va être inéluctable, parce que nos installations nucléaires, elles ont une durée de vie limitée, même si les centrales nucléaires peuvent être prolongées, mais un jour, il faudra bien les déconstruire. Et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on fait des matières, qu'est-ce qu'on va faire des sites qui n'auraient plus vocation à être une UNB. Et donc ces questions-là ne sont pas correctement traitées par la doctrine. Il n'y a pas de doctrine en fait. Il y a les textes de l'AIEA que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a des pratiques actuelles en matière de déchets dont on voit bien qu'elles ne sont pas transposables facilement, ni de manière réaliste. Et donc le problème est posé. Et ma proposition, c'est qu'en fait, ça ne soit pas un débat d'experts entre l'autorité, et puis l'IRSN, et puis les partenaires de l'industrie nucléaire, c'est que ça soit un débat de société, parce que c'est un sujet de société. Et le risque radiologique, il est extrêmement faible une fois qu'on a pris les mesures que les professionnels savent prendre, hein, vous savez très bien, pour séparer ce qui est vraiment radioactif du reste, et le reste, le risque radiologique, il est quasi nul, et donc c'est un débat de société. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça ? Et donc on a des instruments pour ça, on a le Haut Comité pour la transparence et la sécurité nucléaire, on a des CLI, l'ANCLI, on peut faire des conférences citoyennes sur des sujets comme ça, on peut aider à la prise de conscience du fait qu'il y a un problème à résoudre, il y a un risque qui est quasi nul, et on fait quoi? Voilà, donc je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être porté devant la population, en sachant qu'il y a toutes les réactions, de not in my backyard, il y a voilà, le devenir des sites, on ne peut pas laisser des kilomètres carrés avec un statut d'installation nucléaire vitam aeternam, alors que ça n'aurait plus de signification radiologique. On arriverait... Voilà. Et à l'inverse, on voit bien qu'on a besoin d'un cadre, parce que quand on a, par exemple, si on évoque le souvenir des mines d'uranium, on voit bien qu'elles ont été... leur exploitation a cessé sans qu'il y ait un cadre très clair, et aujourd'hui on en paye le prix. Donc il faut une doctrine, mais celle qui existe aujourd'hui n'est pas adaptée, donc il en faut une autre qui soit ajustée en fonction du problème à résoudre. Dans le débat qui devrait avoir lieu dans notre pays sur ce qu'on fera à propos des volumes très grands des déchets de démantèlement, l'analyse du retour d'expérience des pays qui nous entourent sera tellement très utile. Et d'ailleurs, le CEPN est en train de faire une étude comparative des situations dans les différents pays européens vis-à-vis de ces déchets TFA, des matières. Voilà. Et donc, je pense que c'est un des éléments d'information, c'est le bilan de ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a, c'est encore un petit peu différent, il y a une approche qui est très marquée par l'analyse coût-bénéfice. Donc la NRC prend des décisions en demandant aux exploitants nucléaires, donc qui génèrent des déchets de toutes sortes, finalement d'établir un dossier risque et un dossier coût de la gestion, et ensuite ils font ce qu'ils espèrent être la bonne balance, là aussi au regard d'une perception de la société. C'est comme ça que c'est un petit peu codifié dans les NUREG, qui reflètent un état politique de la société à un moment donné. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ça sera utile de regarder les bilans des réglementations, et pas juste les réglementations, mais la manière dont elles sont appliquées. Je vous disais par exemple qu'en fait, bien qu'il y ait des seuils de libération, il y a peu de choses qui sont vraiment libérées, qui sont vraiment réutilisées, et donc ça c'est un sujet dont il faut bien prendre conscience. La réglementation n'est qu'un des aspects. Et on voit bien que dans la déconstruction, par exemple les générateurs de vapeur ou bien les grands silos métalliques là, qui étaient dans Eurodif, ce sont des matières, ça ne fait aucun sens de mettre ça en stockage, il faut absolument recycler ces matières qui ont une grande valeur. Et alors on peut les recycler dans l'industrie nucléaire qui a probablement beaucoup à faire pour optimiser son propre cycle. Ça peut aussi en sortir, mais déjà à l'intérieur de l'industrie nucléaire, on peut probablement s'interroger aussi sur les capacités de recyclage. Il va bien falloir qu'on construise
de nouveaux réacteurs nucléaires, donc il faudra refaire du béton, on aura besoin de granulats, on aura besoin d'acier. Bon, donc il y a aussi toute une réflexion, sans parler de libération au sens de la diffusion générale. L'industrie nucléaire a peut-être encore de l'avenir devant elle en recyclant, pas seulement le combustible, mais aussi les matériaux qui servent à construire les centrales. Bah oui, je pense que c'est une crainte tout à fait justifiée. Donc, parce que si ma mémoire est bonne, c'est 650 000 m3 de CIRES, sa capacité, on en est à peu près à plus de 40%, donc c'est pas infini. Alors, face à cette situation-là, d'abord, je redis qu'il me paraît peu réaliste de vouloir y mettre des millions de tonnes issus de la déconstruction. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi avancer sur les moyens de concentrer. Puisque si on a des sites qui donc auront un inventaire radiologique, autant essayer de réduire la volumétrie. Pour faire en sorte que ces sites qui sont quand même conçus vis-à-vis d'une certaine protection radiologique, si on concentre, on aura une plus grande efficacité, un plus grand rendement de ces sites. Et donc pour ça, il faut continuer à travailler sur les techniques d'incinération, par exemple.